Le document que publie aujourd'hui le PS s'ouvre sur la prévention, probablement parce que tout part de là. Avant de savoir comment soigner les maladies, peut-être faut-il s'interroger sur la meilleure façon de les éviter. Nous avons sur le plateau Fatima Yadani. Alors, on te voit souvent sur les plateaux de télévision pour représenter le Parti socialiste, Fatima, parce que tu es secrétaire nationale en charge des fédérations. Mais on le sait moins, tu es aussi docteur en microbiologie et en virologie. Et tu as fait partie, à ce titre, de la petite équipe qui a travaillé sur ce texte. On ne cesse de le répéter, la prévention demeure le parent pauvre de notre politique de santé, alors qu'elle est dans notre pays assez peu importante. Elle l'est beaucoup plus dans d'autres pays, notamment au nord de l'Europe, où c'est vraiment au cœur de l'organisation des soins. Alors Fatima, peut-être première question, quelles sont selon toi les dimensions à intégrer dans une politique de santé publique? Alors, je crois que l'élément essentiel, et tu viens de l'évoquer, Marie, c'est pour avoir une politique de santé relativement efficace, il faut y intégrer, essayer en fait de prévenir ces maladies associées. Et pour prévenir, il s'agit de mettre comme axe prioritaire, axe majeur, central, la prévention de ces maladies. La prévention tout au long de la vie doit être un axe, un marqueur en fait de nos programmes de politique publique en matière de santé. La prévention, c'est quoi? C'est en fait essayer d'intervenir sur tous nos comportements, sur des facteurs environnementaux, comportementaux, qui visent notamment à réduire un certain nombre de pathologies qui peuvent être associées à ces risques. En fait, l'enjeu central, le centre de gravité de nos projets doit passer par la prévention tout au long de la vie. La prévention, dans sa mesure, en fait, dans sa conception la plus large, c'est notamment la prévention avec la promotion de la santé, en favorisant la notion de bien-être, que ce soit le bien-être complet, le bien-être physique, mental et bien sûr social. Et donc la prévention, c'est à mon sens l'élément clé, la dimension clé dans toutes les politiques efficaces en matière de politique globale de santé publique. Alors, on parlera le mois prochain, vous l'avez compris, de la justice environnementale. Mais puisque nous sommes là sur la santé, on va lier les deux. La santé environnementale, c'est un concept qui est relativement contemporain d'ailleurs. Hein. On n'en parlait pas il y a 10, 15, 20 ans. C'est en train de devenir un élément majeur de santé publique. Donc, il est en bonne place dans le document qui vient d'être publié. L'alimentation, l'exposition aux pollutions, de l'eau, de l'air, du sol. Quelle réponse a voulu apporter le parti sur ces questions-là? Alors juste rappeler quelques éléments chiffrés, rappeler que l'OMS a estimé à 15% le pourcentage de décès qui sont liés à des facteurs environnementaux, qu'il y a 48 000 décès par an de prématurés dus à la pollution atmosphérique et donc un coût exorbitant dû à la pollution de l'air. Ça, ce sont des éléments chiffrés qui nous indiquent que la santé environnementale a un impact important sur nos santé. Alors, qu'est-ce que propose le Parti socialiste? En fait, les propositions, elles sont d'intervenir justement sur différents volets. La promotion d'une alimentation saine et prévenir en fait les différents comportements alimentaires à risque. Donc, proposer l'alimentation saine, réduire les expositions. On l'a rappelé, les expositions de polluants à l'air, au sol, à l'eau, et aussi promouvoir en fait une culture partagée de la santé environnementale. Si on fait un focus sur ce que j'ai appelé promouvoir l'alimentation saine, on peut par exemple, certaines de nos propositions, notamment, visent la promotion d'une agriculture saine. C'est quoi une agriculture saine? C'est une agriculture qui vise à réduire en fait les produits phytosanitaires dans nos produits agricoles, d'essayer de généraliser les circuits courts, les aliments bio, les aliments issus d'agriculture raisonnée, notamment dans les cantines scolaires, et aussi d'instaurer en fait une TVA qui serait réduite en fait sur les aliments issus de cette agriculture et qui permettrait à chacune et chacun d'avoir les moyens et d'avoir un accès justement à ces aliments qui sont différents des aliments issus de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire.
Alors, on a, au-delà de la santé environnementale, un autre sujet qui, lui, par contre, est malheureusement bien connu. 75 000 décès par an dus au tabac, 41 000 décès dus à l'alcool. C'est des pratiques addictives qui se développent de plus en plus, notamment, on va y revenir sur envers la jeunesse, notamment sur la question de l'alcool. Il y a 30 ans, on a eu la loi E20, c'était un gouvernement de gauche. Des mesures très fortes aussi ont été prises dans le précédent quinquennat par Marisol Touraine sur ces questions-là. Que doit-on encore faire pour aller plus loin et pour réduire ces risques qui restent encore majeurs? Très important. Oui, comme tu viens de le dire, Luc, en fait, ces comportements addictifs peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il faut quand même rappeler qu'un fumeur régulier sur 2 meurt de son tabagisme, et donc il est essentiel d'intervenir en prévention, et notamment sur les populations, les plus jeunes. L'objectif, justement, c'est d'essayer de dissuader ces populations jeunes à commencer à fumer, et donc essayer de construire, nous proposons, nous, Parti socialiste, de construire un plan de lutte contre le tabagisme et d'essayer de parvenir dans les 10 ans à une génération sans tabac. Alors comment on va y contribuer? D'abord en poursuivant l'augmentation des prix. En fait, c'est une méthode qui a été éprouvée notamment chez les populations jeunes, et aussi en étendant les interdictions de fumer dans les lieux publics extérieurs. Alors, on en parle trop peu, sans doute, Fatima, mais les infections sexuellement transmissibles ont explosé ces dernières années, et là encore chez les jeunes. Est-ce qu'il y a des solutions à y apporter, et que proposons-nous? Oui, en fait, malheureusement, depuis quelques années, on observe une augmentation du nombre d'infections sexuellement transmissibles, et aussi, malheureusement, une recrudescence d'un certain nombre de pathologies comme la syphilis. Et donc, c'est sur ces populations jeunes qu'il s'agit d'intervenir, d'abord en renforçant et en développant des modalités de dépistage, essayer de développer une offre de proximité sur des territoires qui sont peu denses, et donc permettre à chacune et chacun l'accès à des dépistages, surveiller en fait les études épidémiologiques et voir si sur certains territoires il y a des recrudescences de ces pathologies, de ces infections sexuellement transmissibles, et puis essayer de favoriser l'adoption de comportements raisonnés, et ça se fait notamment par la prévention. Et puis essayer justement de prévenir notamment les populations les plus jeunes sur ces infections sexuellement transmissibles, comme je l'ai évoqué, en essayant de développer des actions de prévention, notamment en milieu scolaire. Très bien, merci Fatima. Donc, vous avez vu que personne ne fume sur ce plateau et qu'on a servi de l'eau à tout le monde. Donc, déjà, la prévention a commencé par nous. On a un sondage. Vous avez vu que tout au long sur les réseaux sociaux de la semaine, on a mis des petites cartouches, des sondages. Donc, vous avez été nombreux à y répondre. Et là, la question posée était la suivante. Pensez-vous que les séances de sport doivent être considérées comme des dépenses de santé, qui est une question qui se pose en matière de santé publique depuis longtemps? Le résultat est plus tranché qu'il ne l'était pour la précédente question, puisque vous êtes 62% à avoir répondu oui. Le sport devrait être considéré comme une dépense de santé, non pour 38%. Donc vous voyez, la question n'est pas encore complètement évidente sur cette question du sport et de la santé, alors que pourtant, c'est un des meilleurs moyens, évidemment, de prévention. Claude, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, et je t'ai présenté tout à l'heure, tu es médecin gastro-entérologue, tu es l'un des meilleurs spécialistes de la santé en France. Tu fus, et c'est mon voisin de gauche qui me l'a appris, le monsieur santé du PS pendant très longtemps, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Lionel Jospin. Et nous t'avons donc sollicité pour être notre grand témoin ce soir. Est-ce que tu veux nous livrer déjà tes premières impressions sur ce qui a été évoqué, les 2 thèmes notamment, la santé mentale, la prévention, et qu'est-ce que t'ont inspiré les propos de nos amis? Merci. Et on parlera de la santé au travail après. D'accord.
Je crois que c'est très important d'avoir mis la santé mentale en priorité dans ce live. Et je crois que c'est très important de montrer que le PS considère que c'est un enjeu majeur. Antoine a dit beaucoup de choses, a quasiment tout dit. Moi, je voudrais insister sur le fait que la manière dont un pays traite la santé mentale et la psychiatrie est un très bon marqueur de l'état social et sociétal d'un pays. Donc c'est très important, effectivement, la santé mentale et la psychiatrie. Sur le sondage, je voudrais revenir sur le sondage parce qu'il est intéressant, ce sondage. Et en fait, les gens ne savent pas, mais lors de la loi Touraine de 2016, il y a eu un article qui permet aux médecins généralistes, sur ordonnance, de prescrire une activité sportive pour les personnes en ALD. Alors ALD, c'est affection de longue durée, c'est-à-dire que les maladies chroniques, ça fait plus de 10 millions de personnes. Et donc, à travers effectivement cet article, le médecin généraliste peut prescrire effectivement des activités sportives. Pour le moment, c'est embryonnaire, c'est dans un cadre très précis. C'est avec des coachs, avec des kinésithérapeutes, avec des professeurs d'éducation physique, dans un cadre précis, maison de retraite, hôpital, association. C'est remboursé par certaines mutuelles, par certaines villes. Strasbourg est très en pointe là-dessus. Mais l'angle mort, c'est que pour le moment, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc moi, je pense qu'une proposition serait que cette mesure qui est très bien, que les généralistes proposent des activités sportives aux gens en ALD, soit remboursée par la sécurité sociale. Ça ne reviendra pas très cher et c'est très important. Donc ça, c'est ma première réaction. Et il faut rendre à Valérie Fournéron la priorité, parce que de l'histoire de cette proposition, puisque c'est Valérie Fournéron, ancienne maire de Rouen et ministre des Sports, qui avait boosté un peu cette proposition, que Marisol Touraine avait repris dans la loi Touraine de 2016 avec des décrets en 2017. Donc ça dure déjà depuis 4 ans, c'est peu connu, et je pense qu'il faut que les généralistes s'impliquent beaucoup plus là-dessus. Alors, il y a une deuxième question que je voulais poser, mais je veux d'abord raconter à notre public une petite anecdote. Ça prendra 30 secondes. Nous sommes en 1972-73, dans une usine automobile de l'Île-de-France. Autant vous dire que le progrès social n'était pas passé par là. Il y avait les syndicats jaunes, il y avait un patronat dur. Et puis, il y a un jeune médecin qui sort de ses études et qui décide d'être médecin du travail. Déjà, premier exploit. Deuxième exploit, il décide de ne pas rester dans son bureau, mais d'aller dans les ateliers. Un peu hardi comme initiative, donc il se fait virer. Il se fait virer, et il se fait virer parce qu'il voulait faire son métier dans ce type d'usine de l'époque. Il a 2 belles pages dans le Nouvel Observateur. François Mitterrand, je dis, c'est qui ce jeune-là? Et c'était Claude Pigement, qui est toujours aussi jeune, mais pour vous dire à quel point il est qualifié pour nous parler de santé au travail. Alors justement, je voudrais dire un mot sur santé et travail, aussi sur la médecine scolaire, parce qu'effectivement, la médecine de santé publique est vraiment le parent pauvre dans ce pays. Et je dirais pour 2 raisons. La première, parce qu'en fait, en France, on a un retard de culture de santé publique par rapport aux pays anglo-saxons, aux pays nordiques. En fait, effectivement, on est dans le curatif en France, pas assez dans le préventif. Et pour donner un exemple, à l'internat, c'est les plus mal classés à l'internat qui prennent les postes de santé publique, c'est-à-dire médecine du travail, médecine scolaire. Donc ça montre bien effectivement l'état qualitatif de la médecine de santé publique. Et en même temps, c'est mal payé. Il faut que vous sachiez qu'un médecin scolaire qui a fait 9 ans d'études, il commence à 2 500 € net par mois. Donc qui veut effectivement être médecin scolaire, qui est quand même difficile dans la période actuelle, dans ces conditions. Pour la médecine du travail, c'est la même chose. On manque de médecins du travail et il y a un vrai problème. Alors là, récemment, il vient d'avoir en première lecture le vote d'une loi à l'Assemblée sur la santé au travail. Il y a des propositions intéressantes, mais comme on manque de médecins du travail, il y a un article qui propose aux médecins généralistes d'être médecins généralistes correspondants pour suppléer le manque de médecins du travail. On croit rêver. Donc on est arrivé à un point où c'est les médecins généralistes qui vont remplacer les médecins du travail manquants. Donc voilà ce que je voulais dire sur la santé publique et la médecine de santé publique qui vraiment demandent effectivement à être revalorisées financièrement et en termes d'attractivité. Merci Claude, on se retrouve dans quelques secondes.